All rise. Vous vous levez. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez asseoir. Good morning. Président, bonjour. Et bonjour à vous, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le juge. Good morning. Now, Le président, bonjour. Donc, nous allons reprendre le fil des questions qui vous sont posées par le procureur. Et pour ne pas perdre de temps, je donne immédiatement la parole au bureau du procureur. Madame Chubin, c'est à vous. Thank you, Mr. President. Good morning. Madame Chubin, merci, monsieur le président, et bonjour. Bonjour, madame. Alors, je vais revenir sur quelques sujets qu'on a discutés vendredi dernier. Et je vais commencer par vous poser une question sur Doucouré. Alors, vous nous avez dit la semaine dernière, et c'est au transcript, page 84, ligne 7, que le quartier Doucouré, c'est un centre où il y a beaucoup de magasins. En 2010-2011, à qui appartenaient les magasins à Doucouré? Les magasins appartenaient à des Ivoiriens et à des ressortissants de la sous-région. Quelle nationalité, par exemple? Bon, des Nigériens, des ressortissants du Niger, des Nigérians, des ressortissants du Nigeria, des Maliens, des Burkinabés, en tout cas toute la sous-région, des Guinéens même aussi, et puis des Ivoiriens. Et les Ivoiriens qui avaient des magasins à Doucouré, étaient-ils d'une ethnicité particulière? Oui, en grande majorité des nordistes, des ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. Alors, je vais retourner maintenant sur le sujet de la mort d'Ahmed Niakate, le 25 février 2011. Est-ce que Ahmed Niakate avait-il un autre nom ou un surnom que vous connaissiez? S'il avait un autre surnom, moi, ça, je ne sais pas. Mais nous, on l'appelait Ahmed. On l'appelait Ahmed. S'il avait un autre surnom, ça, je ne sais pas. Alors, vous nous avez décrit la scène de poursuite et de lynchage que vous avez vous-même observé du grain. Et vous avez précisé à la page 96, ligne 1, que vous avez observé cette scène du moment que vous avez entendu la meute le poursuivre en criant en assaillant. À ce moment-là, le réparateur de portable, il était où? Le réparateur de portable était à côté de sa... Il avait son atelier. Il était juste à côté de son atelier. Et qu'est-ce qu'il... Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Le président,
Puis-je vous demander à toutes et à tous de parler plus lentement, de ne pas parler tant que l'autre orateur n'a pas fini de terminer, donc pas de superposition. Et j'aimerais demander au témoin de répéter le lieu qu'il a mentionné parce que cela n'a pas été compris par les interprètes. Donc, je disais que le réparateur du portable, il était juste à côté de son atelier. Il était juste à côté de son atelier. Et à ce moment-là, quand vous avez entendu les cris et que vous êtes allé voir ce qui se passait, qu'est-ce qu'il faisait, le réparateur? En ce moment-là, il observait les manifestants de l'autre côté de la rue. Il observait aussi, parce que c'était un, je sais pas, c'était un grand cafouillage. Il y avait beaucoup d'ambiance dans les environs, donc chacun regardait un peu. Voilà. Et savez-vous si Ahmed le connaissait? Oui, Ahmed le connaissait. Ahmed le connaissait. Et je sais aussi qu'il connaissait Ahmed. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un réparateur du portable. Et en même temps, il faisait ce qu'on appelle ici les cabines téléphoniques, les appels payants. Donc souvent, comme on appelle, besoin de ses services. Et souvent, Ahmed allait là-bas pour appeler. Alors, vendredi, vous nous avez aussi expliqué qu'à un moment, un monsieur est arrivé et à la page 92, ligne 19, à ligne 28, vous avez décrit qu'il était en tenue bleu militaire, bleu marine et qu'il avait une arme. Est-ce que vous pouvez préciser le type d'arme qu'il avait? Oui, il avait une arme les Kalachnikov, là, c'est ce qu'il avait. C'est ce qu'il avait. Et qu'a-t-il fait après avoir tiré sur Ahmed Niakate? Lorsqu'il a fini de tirer, lui s'est retiré. Il s'est retiré. C'est comme s'il était venu accomplir une mission pour partir. Parce que quand lui il est arrivé, les gens se sont un peu écartés. Ils ont de plus belle dit que c'est un assaillant, c'est un assaillant. Et bon, lui il a tiré et puis il s'est retiré. Et les gens ont continué de le taper, de le battre au sol. Hein? Mais lui s'est retiré. Et saviez-vous pourquoi Ahmed était ciblé? Pourquoi il l'appelait un assaillant? Je me dis que c'est parce qu'il fréquentait notre grain. C'est ce que je me dis. C'est parce qu'il fréquentait notre grain qu'il a été ciblé. Parce que nous tous qui étions au grain, nous étions ciblés. Moi particulièrement. Moi particulièrement. Parce que on était considérés comme des personnes à non grata. Voilà. C'est parce qu'il fréquentait le grain. Donc, il était du mauvais côté. Il était du mauvais côté. Il collaborait avec nous. Et tous ceux du grain même étaient menacés. Hein. Tous ceux qui étaient au grain étaient menacés. C'est après qu'on a su tout ça. C'est au fur et à mesure que les jours passaient, on recueillait des informations. Et pourquoi est-ce que tous ceux qui étaient à votre grain étaient menacés? Ils étaient menacés parce que, d'abord, la majorité, c'était des militants du RDR,
et par extension des militants du RHDP, parce qu'il y avait une alliance qui avait été tissée entre le PDCI et le RDR en son temps. Donc la majorité des gens qui fréquentaient notre train, c'était des militants du RDR, des jeunes nordistes, la grande majorité. Et moi, j'étais un responsable local, comme je vous l'ai dit, et on travaillait contre eux sur le terrain, dans notre zone. Et ça ne leur plaisait pas. Donc, nous n'étions pas du tout en odeur de sainteté dans leur camp. Et vous étiez menacé par qui? Bon, je peux dire qu'on était menacé par les partisans, les pro-Gbagbo. Parce que les jeunes patriotes, c'est des pro-Gbagbo. C'est des pro-Gbagbo. Les gens du Parlement, c'est des pro-Gbagbo. C'est tous ces gens-là qui venaient nous espionner, qui avaient des informations aussi par rapport à nos voisins, notre entourage, sur nous. Et voilà. Bon, pour cela, comment j'ai su, moi, que j'étais menacé, c'est quelqu'un de leur camp. C'est quelqu'un de leur camp qui me connaissait, qui a appelé Soro, qui est un ami à moi, pour lui dire que le jour où on a tué Ahmed, que moi j'étais très recherché et que certains même ont cru que c'était moi qu'on avait tué parce que physiquement j'ai pratiquement la même morphologie qu'Ahmed, mais lui il est un peu plus fort que moi. On a pratiquement la même taille, 1m80. Moi j'ai 1m80. Bon, lui je ne sais pas, mais on a à peu près la même taille. Mais il était plus corpulent que moi. Et il a appelé après que Ahmed soit tué. Quand nous nous sommes retirés, la nuit, Soro m'a appelé pour dire voilà l'information que je viens de recevoir. Voilà l'information que je viens de recevoir. C'est quelqu'un de leur camp qui l'a appelé pour dire de me prévenir d'être très prudent et qu'on cherchait à me tuer. Et Soro vous a-t-il dit qui l'avait appelé? La personne de leur camp? Qui c'était? Oui, c'était un jeune, un leader de la FESI. Un leader de la FESI dans notre secteur. Bon, je ne connais pas son nom à l'état civil. Je ne connais pas son nom à l'état civil, mais on l'appelait Le Blanc. On l'appelait Le Blanc. Il était un leader de la FESI dans notre zone. Et il fréquentait Soro, parce que Soro, c'est ce qu'on appelle chez nous, c'est un voyant. C'est quelqu'un qui consulte les gens. Donc, de temps en temps, le Blanc avait besoin de ses services. Voilà, chez nous, on appelle ça les marabouts. Donc, le Blanc avait de temps en temps besoin de ses services. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont liés d'amitié. Moi, je le connaissais parce qu'il venait voir Soro. Et à un certain moment, il a voulu collaborer avec nous. Il m'a demandé de l'introduire auprès de notre commissaire politique. Et bon, moi, j'ai trouvé cela suspect parce que il est de la FESI. On n'était pas très d'accord avec la FESI. Donc, je me suis dit que ça devait être une stratégie pour nous espionner. Donc, je n'ai pas accédé à sa demande. Mais on se connaissait, on se saluait. Mais jusqu'à présent, on se salue. Donc, c'est lui qui a appelé pour dire à Soro
attention, préviens ton frère Fadiga, parce qu'il est très très recherché. Certains même ont cru que c'est lui qu'on avait tué. Voilà. Quand est-ce que Soro vous a donné cette information? C'est la nuit du 25 février, c'est-à-dire après les événements. Moi, je suis rentré, j'habite un peu plus loin, je suis rentré chez moi. Et quand Soro a eu l'information, il m'a appelé sur mon portable et il me l'a dit, fais très attention et vraiment, prends soin de toi parce que voilà l'information que le blanc vient de me donner. Et comment vous saviez que le blanc était un leader de la Féchi? Ça, c'était connu de tout le monde dans le quartier. Or, les membres de la FESI venaient chez lui. Lui-même, il était étudiant en ce moment-là. Il était membre de la FESI, c'était un leader de la FESI. Il portait les t-shirts. Quand ils allaient chez lui, bon, souvent, il faisait des footings où il porte les tricots de la FESI, FESI Corse. C'est marqué dessus, FESI Corse. Bon, vous savez, moi, on sait que c'est un leader de la FESI. Vous avez dit qu'à un moment, il a essayé de collaborer avec vous. Quel genre de collaboration? Il a voulu collaborer avec nous sur le plan politique. Jean, il adhérait à notre parti, il allait travailler avec nous pour les élections et pour tout ce qui est politique. C'est ça qu'il voulait travailler avec nous. C'est-à-dire s'impliquer dans les affaires du RDR. Et à part être de la même taille, est-ce que vous avez eu des informations sur pourquoi est-ce que vous aviez été ciblé, vous auriez été ciblé au lieu de M. Niakate? Je vous ai dit, je suis responsable local du RDR. Et dans ce sens-là, je suis très actif sur le terrain dans ma zone. Et la petite histoire, il disait que, c'est ce qu'il disait, que j'étais l'intellectuel du grain. En fait, quand ils envoyaient de fausses informations, quand ils essayaient de déstabiliser nos militants, j'étais toujours là pour leur remonter le moral et démentir ce qu'ils véhiculaient comme mensonge. Voilà, ça je le faisais et tout ça, ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas. Donc, on me le disait. Peut-être que c'est moi qui ne le prenais pas très très au sérieux. Je me disais que c'était des méthodes d'intimidation, c'est tout. Sinon, quand j'arpentais les couloirs du quartier, on me le disait. Et voilà, on va les tuer. Ceux-là, les moussis, c'est comme ça qu'on nous appelait, moussis, assaillants, russes, et que sais-je encore. C'était des noms comme ça qu'on nous attribuait, les Russes. Donc quand je passais dans les couloirs, dans les labyrinthes du quartier, on me reconnaissait. On ne me le disait pas directement, mais ça s'adressait à moi. Je ne suis pas quand même idiot. Donc on disait, ceux-là, on va les tuer, ils vont voir ici. Donc on disait ça, mais moi je ne prenais pas ça au sérieux. Je me disais qu'on voulait un peu m'intimider pour casser mon ardeur à la tâche que je menais. Et est-ce que ça aurait été facile de vous confondre, vous et Ahmed Niakate? Aussi, parce que je suis de teint noir, il est aussi de teint noir, on a à peu près la même taille, et on porte le même nom aussi. Hein. Moi aussi, Fadiga Mamadou. Chez nous, le prénom musulman Mamadou, c'est un dérivé du nom, du prénom Ahmed. Mohamed, Ahmed, Mamadou,
Mahamoud, tout ça, chez nous les musulmans, c'est le même nom, c'est le même prénom. C'est le même prénom. Donc, il s'appelait Ahmed, moi aussi je m'appelais Ahmed. Alors certains m'appellent Ahmed, hein. On m'appelle Mamadou comme Ahmed. C'est le même prénom chez nous les musulmans. C'est la même chose. Donc voilà, on avait la même corpulence, le même nom, le même teint, pardon, la même taille, pas la même corpulence, c'est parce que lui il était un peu plus fort que moi. Voilà. Aussi. Alors, vous nous avez aussi parlé d'un Techi Claude. Oui. La semaine dernière. Oui. Comment est-ce que vous le connaissiez? Je vous ai dit, nous sommes dans le quartier, nous vivons ensemble depuis de génération en génération, nous nous connaissons. Nous nous connaissons parce que nous habitons le quartier depuis très longtemps, nous sommes ensemble. Nous sommes des amis, on se connaît, c'est la politique qui est venue vraiment créer ce désordre-là. Je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais c'est des amis, on se connaît. On a joué au ballon ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans pour certains qu'on vit dans le quartier ensemble. Donc on se connaît. C'est des amis d'enfance, on se connaît très bien. Et est-ce qu'il avait un rôle particulier pendant la crise post-électorale? Pour Claude, je ne lui connaissais pas un rôle particulier, sauf qu'il était pro Gbagbo, ça je le sais. Son parti c'était le FPI, ça je le sais. Mais est-ce qu'il avait un rôle particulier au sein de son parti? Ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il était pro Gbagbo, ça je le savais. Ça je le savais. Et vous nous avez dit qu'Adama Soumaro vous a dit que c'est lui qui a reconnu Ahmed ce jour-là. Savez-vous pourquoi il en voulait à Ahmed? Bon, je ne peux pas dire s'il en voulait particulièrement à Ahmed ou pas, ça je ne peux pas, je ne sais pas. Je rapporte ce que le compagnon d'Ahmed, au moment des fêtes, m'a rapporté. C'est ce que j'ai dit. Ils étaient deux à partir. Nous, on ne les a pas vus partir. Et c'est quand on a attrapé Ahmed qu'on a su. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le départ et la poursuite d'Ahmed? Je ne pouvais pas savoir. Mais je vous ai dit, je suis responsable de base. Alors, quand il y a des choses comme ça, j'essaie d'avoir les informations pour ma hiérarchie. Voilà, donc quand ça s'est calmé, nous nous sommes retrouvés chez mon ami Soro. Et c'est là que je lui ai demandé, mais comment est-ce que ça a pu arriver? Et il a raconté qu'ils allaient et que c'est Petit, c'est Claude qui a attiré l'attention des gens vers eux. Et que lui, il a eu la vie sauve parce que Ahmed a fui. Parce que je pense que si Ahmed n'avait pas fui, peut-être que c'est les deux qu'on aurait tué peut-être. Voilà, parce que Ahmed a fui, donc tout le monde a porté son attention sur Ahmed. Lui, il a pu s'éclipser. C'est lui qui est venu pour raconter. Est-ce que vous pouvez nous donner l'autre nom de Soro, votre ami? Soro Suleiman. Le nom complet, c'est Soro Swakognon Suleiman.
Souvenez-vous avoir donné une déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur en juin 2014 et qu'avec cette déclaration, vous avez fait 2 croquis. Oui, oui, ils m'ont demandé de faire un schéma de l'endroit où les tests se sont passés. J'ai fait ce schéma. D'accord, alors je vais vous montrer le premier de ces 2 schémas et je vais vous poser quelques questions dessus. Je vais passer en anglais une seconde. It's Annex 1 to... Il s'agit de l'annexe 1 de sa déclaration CIV OTP 0058 0611. Numéro 2 de notre liste de documents. Documents confidentiels. I would imagine there's no reason. Maître Rocher, je ne vois vraiment pas pourquoi ce document doit être confidentiel. Quelles en sont les raisons? Le président. J'allais justement poser la même question. Pourquoi s'agit-il d'un document confidentiel? Madame Chubin, nous pouvons tout à fait modifier son statut pour qu'il devienne public. Le président, bien. Le greffier d'audience sur les lieux, Monsieur le Président, la version imprimée du document vient d'être montrée aux témoins. Le Président, je vous remercie. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous ce croquis? Oui, je le reconnais. Est-ce bien le croquis que vous avez dessiné pendant votre entretien? Oui, c'est bien ça. Alors, C'est bien ça. C'est bien le croquis. alors, je vais vous demander de regarder la légende que vous avez fait en haut à droite Oui, et de confirmer les 4 éléments sur la légende. oui. A, c'est le grain, oui. B, oui, c'est le lieu où on a tué Ahmed, oui. C, c'est le Parlement, oui. Le point, c'est le lieu où Ahmed a été brûlé. Je confirme. Et je vois des flèches rouges et des flèches noires. Pouvez-vous nous expliquer? Les flèches rouges, c'est pour montrer le chemin quand Ahmed et Adama partaient. Voilà, quand Ahmed et Adama partaient. Les flèches bleues, c'est le demi-tour que Ahmed a effectué quand il a été poursuivi. Et en haut, au milieu de la page, je vois 16e arrondissement. Oui, 16e arrondissement. C'est le commissariat du 16e arrondissement de Yopougon. D'accord, merci monsieur le témoin. Et j'en ai fini avec cette annexe. Alors, vous nous avez dit la semaine dernière qu'après avoir quitté le Grand, vous êtes allé chez Soro. Oui, c'est ça. Quand nous avons quitté le Grain, quand ils ont fini de tuer Ahmed, bon, nous étions abattus, nous sommes retirés chez Soro. C'était celui qui était le plus proche de nous. Et combien de temps êtes-vous resté là-bas? Peut-être, pour moi, peut-être 1 heure de temps, une heure de temps comme ça. Voilà. Parce que nous n'avons pas quitté les lieux tous ensemble. Hein. Voilà, chacun est parti à son rythme. Parce que bon, on était abattus, on s'est réfugiés là-bas. Et
pensait, on s'interrogeait, on se posait des questions. C'est justement en ce moment-là que Adama Soumaoro a raconté ce qui s'était passé entre le départ et la poursuite d'Ahmed. C'est Chisoro même, que je lui ai demandé mais comment ça s'est passé. Il a raconté. Et il m'a dit. Et après être allé chez Soro, qu'avez-vous fait? De chez Soro, moi je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi, je suis pas allé quelque part, je suis rentré chez moi. Parce que j'étais encore sous le choc. Donc je me suis retiré un moment chez moi à la maison. Et qu'avez-vous fait le reste de la journée? Bon, je suis resté un peu chez moi, le temps de récupérer. Et après, je suis ressorti parce que Blé Goudé venait de finir sa réunion au Baron et à la place CP1. Donc, j'ai été informé qu'il venait vers mon quartier. Ils étaient en train de faire une procession pour venir vers mon quartier. Et bon, à ce moment-là, je suis ressorti et je suis venu rester un peu. C'est pas le quartier. Ben, je suis venu chez un ami photographe où je me suis assis un instant en attendant qu'il arrive vers le quartier. Alors, vous avez dit que vous avez été informé. wait. Le président. Est-ce que le témoin pourrait se rapprocher du microphone parce que la qualité du son n'est pas très bonne? Peut-être qu'il pourrait ainsi l'améliorer en se rapprochant du microphone, pardon. Merci beaucoup. Allez-y. Qui vous a informé que Blé Goudé venait dans votre quartier? Bon, déjà, depuis la veille, on savait qu'il devait tenir une réunion de son mouvement au Baron, au bar Baron. On savait ça déjà. Depuis la veille, on savait qu'il devait tenir une réunion là-bas. Et on avait des amis dans la zone où il tenait la réunion. On avait des amis là-bas qui nous ont informé que après la réunion, il a tenu un meeting à l'espace CP1 et après l'espace CP1, qu'il était en train de faire une procession et que la direction se dirigeait vers notre quartier, vers le terminus 40. Et aussi, dans le quartier même, les jeunes en parlaient. Les jeunes patriotes, ils en parlaient. Ils étaient un peu au courant du programme, donc ils en parlaient. J'ai su qu'ils passeraient par là. C'est comme ça que j'ai eu l'information. Alors, vous avez eu cette information et vous êtes allé chez votre ami photographe. Et ensuite, qu'avez-vous fait? Bon, je suis resté là en attendant que le cortège arrive parce que je voulais un peu savoir de quoi il s'agissait. Voilà. Est-ce que je voulais savoir, j'étais curieux de savoir. Ça aussi, c'est un peu mon rôle. Il faut aller un peu chercher l'information. Parce que peut-être après, tu vas rendre compte, on va dire, est-ce que Blé Goudé est passé vers chez toi? Comment ça s'est passé? Bon, il faut aller vers l'information. Il faut aller vers l'information pour pouvoir mieux appréhender les choses. Voilà, c'était mon objectif, ça. Et qu'est-ce que vous avez appris? Alors, donc, quand il est arrivé,
Au niveau du carrefour de la pharmacie Couté, c'est une pharmacie du quartier. Voilà. Arrivé à ce niveau-là, il a marqué une pause, une escale, je peux dire. Ils ont quadrillé le carrefour et il est sorti à le toit de la voiture pour galvaniser ses partisans qui étaient sortis quand même nombreux. Voilà, pour les galvaniser, leur donner un message. Et à ce moment-là, vous étiez où, vous, précisément? Bon, comme je vous l'ai dit, je suis un peu connu dans le quartier. Donc, il ne fallait pas que je me fasse trop voir. Donc, j'ai pris un chemin détourné, c'est-à-dire de chez mon ami de photographe. Il y a tout un espace occupé par les maquis. Un espace, il y avait deux voies en fait pour pouvoir aller à la manifestation, vers le lieu de la manifestation. Mais j'ai pris le chemin détourné par les maquis. Il y a des maquis, voilà, c'était des petits chemins. Je n'ai pas pris la grande voie, c'était des petits chemins que j'ai empruntés pour aller sortir vers le côté du restaurant OBV. C'est un restaurant, un maquis qui existe encore. Qui existe encore. Voilà. Je suis allé sortir de ce côté-là pour ne pas que, en étant sur l'autre grande voie là, je suis facilement repérable. Là, c'est en plein dans mon quartier. Donc, je suis sorti un peu pour aller du côté un peu opposé. C'est là-bas que j'ai suivi. Et vous avez dit que Blégoudet est sorti par le toit de la voiture? Oui. Et il a donné un message pour galvaniser. Oui. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit? Bon, les paroles exactes, je ne peux pas le citer exactement, mais ce qui ressortait, c'est qu'il demandait aux jeunes de se tenir prêts pour défendre la Constitution, pour défendre la République, les institutions de la République. Et il leur demandait est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce qu'ils étaient prêts pour faire ce travail? Est-ce qu'ils étaient prêts? Voilà, ce genre de message-là. Il ne fallait pas laisser la République entre les mains d'aventuriers, des choses comme ça. Si c'était prêt pour défendre le pays, libérer la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce genre de message-là. Et il y avait combien de personnes qui l'écoutaient ce jour-là? Il y avait beaucoup de personnes. D'abord, il est venu avec des gens, il y a des gens qui le suivaient, pas de course, des gens qui le suivaient au pas de course, et puis peut-être les autres quartiers qu'il avait traversés. C'était une procession, il y avait des gens, il est venu avec des gens, et puis bon, les riverains qui étaient là de mon quartier aussi, ils étaient là. Donc il y avait quand même du beau monde. Et les gens, comment ont-ils réagi à son message? Ils étaient enthousiasmés, ça leur plaisait, ils étaient contents. Oui, on est prêt à défendre et tout. Ils approuvaient ce qu'il disait. Et la procession, il y avait combien de voitures dans cette procession? Le nombre de voitures, je me souviens au moins de 3 voitures. Hein. Je me souviens au moins de 3 voitures. Il y a la voiture dans laquelle lui-même il était. C'était une voiture 4x4.
les vitres étaient fumées, on voyait par l'intérieur. Et il y avait une pick-up, ce qu'on appelle chez nous les bâchers, pick-up à l'arrière. Il y a des gens, c'était certainement ces gardes du corps, hein, parce qu'ils étaient encagoulés et ils avaient des armes. Kalachnikov, c'était peut-être sa garde. Il y en avait aussi à pied, il y avait aussi des Kalachnikov. Voilà. Il y en a qui étaient encagoulés, il y en a qui étaient à visage découvert. Et devant la 4x4 de Blé Goudé, il y avait, je pense aussi, une autre 4x4 ou bien une bâche, je ne sais plus. Mais il y avait un véhicule encore devant. Donc je me souviens au moins de 3 véhicules. Et ces gens armés qui l'accompagnaient, il y en avait combien? C'était nombreux, je n'ai pas compté. Hein. Je n'ai pas compté, mais c'était nombreux. C'était nombreux, peut-être, je ne peux pas donner des chiffres, mais c'était nombreux. Il y en avait à pied, et il y en avait dans la pick-up dont je parle. Il y en avait dans la pick-up, et il y en avait à pied, qui encadraient un peu ce cortège-là. Et Blé Goudé, est-ce qu'il est descendu de la voiture ou non? Non, je ne l'ai pas vu descendre. À ce moment-là, je ne l'ai pas vu descendre. S'il est descendu ailleurs, ça, je ne sais pas, mais à ce moment-là, je ne l'ai pas vu descendre. Et quand vous dites Blé Goudé, vous parlez de qui exactement? Et de Blé Goudé qui est là, qui est devant vous. What question was this? Le président, qu'est-ce que c'est que cette question? Just wanted him to identify who he saw. Madame Chubin, c'est simplement pour identifier qui il avait vu. Le président, pour identifier qui il n'avait pas vu. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il n'avait pas vu Madame Chubin? Non, non, il a dit qu'il n'était pas sorti de la voiture. Goudé? Non, quand il a fini de donner ce discours-là, le cortège a continué. Le cortège a continué dans le sens terminus 40, Poids-Rouge. C'est un autre quartier de Bougon. C'est ce tronçon-là qu'ils sont empruntés. Ils sont allés du côté de Poids-Rouge, camp militaire. C'est ce tronçon qu'ils ont emprunté. Et vous, qu'avez-vous fait? Bon, j'ai encore emprunté mon chemin détourné pour me retrouver chez moi. Il ne fallait pas qu'on me voie. Avant de rentrer chez vous, combien de temps étiez-vous resté là, à observer la procession et le message? Peut-être 10-15 minutes. Hein. 10-15 minutes. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer le deuxième croquis, schéma que vous aviez fait pendant votre déclaration. It's item number 3 on our LOA. Madame Chevigny, il s'agit du numéro 3 sur notre liste de pièces. LOM 058062 et c'est un document public. Le greffier d'audience sur place, Monsieur le Président, le document est actuellement présenté aux témoins. La version papier du document. Le Président, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, ce croquis devant vous, est-ce bien un croquis que vous avez dessiné pendant votre déclaration? Oui, c'est bien ce croquis-là.
Est-ce que vous Bien pourriez sûr. confirmer la légende en haut à droite? Oui, la croix, c'est le lieu de parole de Blé Goudé, oui, c'est-à-dire au Carrefour. Oui, mon poste d'observation. Et puis le chemin du cortège, c'est correct. D'accord, merci, monsieur le témoin. J'en ai fini avec ce schéma. Mr. President, I have a few small... Madame Chauvin, j'ai quelques points encore à soulever. J'espère pouvoir terminer dans les 15 minutes qui suivent. Le président, très bien, merci. Monsieur le témoin, pendant la crise, y a-t-il eu un moment où il y a eu des barrages dans votre quartier? Oui, oui, oui. Déjà, dès le 25 février, avec le message qui avait été donné de défendre la République, la Constitution et tout ça, de, de surveiller, parce que ce message aussi a été donné. Chacun devait surveiller son quartier, chacun devait être le gardien de son quartier, surveiller le voisin. Si on voyait des gens, des étrangers dans le quartier, c'était des suspects. Il fallait être vigilant. Ce message a été lancé. Ça aussi, ce message, il a été lancé par Blé Goudé. Voilà, ça, Blé Goudé, c'est lui qui a lancé ce message-là. Il avait dit aux gens de surveiller leur quartier, d'être les gardiens de leur quartier, de surveiller le voisin, toute personne suspecte, voilà, de signaler. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du 25, les jours qui ont suivi, immédiatement, les barrages ont commencé à être dressés. Il y en avait dans mon quartier. Il y en avait dans mon quartier. Comment avez-vous su que Blé Goudé avait donné ce message de surveiller son voisin? Il a passé le message à la télé, non? En tout cas, c'était dans les médias. C'était dans les médias. Il a passé ce message-là. Je ne sais plus bien la date, mais ce message, il a donné ça. Je sais qu'il l'a donné, mais je ne me rappelle plus tellement bien les circonstances dans lesquelles. Mais il a donné ce message. Il a donné. Ça, je suis convaincu de ça. Mais comment? Je ne sais plus trop. Parce que quand même, ça fait longtemps. Et une fois qu'il y avait des barrages dans votre quartier, après le 25 février, êtes-vous passé par ces barrages? Oui. Oui. À partir du 25 février, il y avait des barrages. Il y avait des barrages. Je suis passé par des barrages, mais pas des barrages de mon quartier. Alors là, ça, je ne pouvais pas commettre cette erreur-là. Je ne pouvais pas commettre cette erreur-là, d'aller passer par les barrages de mon quartier. C'est comme si j'allais me mettre dans la gueule du loup. Surtout qu'on m'avait déjà averti qu'on voulait ma peau, donc je ne passais pas par ces barrages-là. Je suis un enfant du quartier, je connais très bien le quartier, donc j'avais des chemins détournés. Je sortais par l'arrière du quartier. Par l'arrière du quartier, là où on ne me connaissait pas. Là où on ne me connaissait pas, c'est-à-dire par l'arrière, c'est du côté de Kouté. Kouté, c'est un village ouvrier. C'est un village ouvrier qui est juste derrière le quartier au bord de la lagune. Donc, je n'allais pas, quand je sortais du quartier, je ne sortais pas par la voie principale, tout ce côté-là.
Le côté pour aller vers le grain, je l'évitais. Donc, je passais par l'arrière. Mais pourquoi est-ce que vous deviez éviter ce côté-là? Je devais éviter ces barrages. Mais à partir du moment où on a tué quelqu'un devant vous, pour rien, parce qu'on dit que c'est un assaillant, et qu'on te dit que ça aurait pu être vous, mais il faut être prudent. Quelqu'un appelle pour dire que tu es recherché, on peut te tuer. On a même cru que celui qu'on a tué là, c'était toi. Mais à partir de ce moment-là, il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut être très prudent, c'est dangereux. Pouvez-vous nous décrire ce qui se passait quand vous passiez à des barrages, les autres barrages où vous passiez encore? Oui. Je me souviens qu'une fois, je suis sorti avec un aîné dans le but de nous ravitailler en nourriture. Et comme je l'ai dit, c'est par l'arrière du quartier que nous sommes sortis. Là-bas, on ne nous connaît pas. Donc, c'est par l'arrière du quartier qu'on est sorti. Et on a utilisé des chemins détournés pour nous rendre jusque au camp militaire dans un premier temps. En fait, on cherchait à acheter de la ticket. Là, on était déjà en pleine crise. Hein. On allait pour chercher de la ticket. On est arrivé au camp militaire sans trop de robots. On n'a pas vu de barrage, on est arrivé là. Mais il n'y avait pas d'attiqué là-bas. Donc, on nous a dit qu'on pouvait avoir de l'attiqué à Bobo-Doumé. Ça aussi, c'est un sous-quartier. Mais ce sous-quartier-là, il est sur le territoire d'Atekoubé. Il fait partie de la commune d'Atekoubé. Et donc, nous avons continué notre chemin. Et le premier barrage que nous avons rencontré, c'était au Koweït, au quartier Koweït. C'est là-bas qu'on a vu le premier barrage. Et quand on voyait les barrages comme ça, il fallait être très prudent. De loin déjà, quand vous voyez le barrage, vous vous arrêtez pour observer comment ça se passe là-bas. Parce que chacun avait, c'est des civils, hein, chacun surveillait son quartier à sa manière, comme on leur a demandé. Donc, il y a des barrages où les gens étaient vraiment très excités. Il y a d'autres barrages, par exemple, au contraire, qui étaient plus organisés. Bon, les barrages, selon les barrages, le comportement tenait. Donc, de loin, vous observez, vous vous mettez quelque part de manière discrète et vous observez le barrage. Vous observez le barrage. Et quand vous observez le barrage, il y a certains barrages où on exige la pièce d'identité. Des barrages comme ça, où on exigeait les pièces d'identité avant de passer. Ces barrages-là étaient très dangereux. Et quand il y avait des barrages comme ça, il fallait les éviter. Si moi je suis nordiste, je savais que c'est les nordistes qu'on cherchait. Donc quand il y a un barrage comme ça, mieux vaut retourner ou chercher vraiment un chemin très détourné pour éviter ce barrage-là. S'il n'y avait pas de chemin détourné, il était mieux de retourner. Voilà. Maintenant, au barrage du Koweït, donc, quand nous sommes arrivés, on a observé de loin. Là-bas, on n'était pas trop exigeant. On n'était pas trop exigeant. On demandait de brandir seulement la pièce d'identité. On ne lisait pas dessus. On ne lisait pas dessus. Donc, on a observé. Et les gens brandissaient. Une fois qu'on voyait que c'était une carte nationale d'identité ivoirienne, tu passais. Mais avec ça en main. Bon, toute autre carte, là, on te mettait de côté. Donc, on a observé. On a dit, bon, ben là, ça va.
comme nous avons des pièces d'identité ivoiriennes, si on les brandit seulement, qu'on ne lit pas dessus, ça peut aller. Donc, nous avons brandi aussi nos pièces d'identité et nous sommes passés à ce barrage-là. Et nous sommes arrivés jusqu'à Bobo-Toumé. Et en général, de ce que vous observiez, les barrages, les exigeants, les moins exigeants, qui contrôlait ces barrages? C'est les jeunes patriotes, les miliciens, c'est eux qui contrôlaient ces barrages-là. Ils avaient des armes, ils contrôlaient les civils, les miliciens, les jeunes patriotes. C'est eux qui contrôlaient ces barrages-là. Pendant la crise post-électorale, pendant la campagne, les 2 tours des élections et la crise, connaissiez-vous quelqu'un du nom de Faustin Zohori? C'est pas Faustin Zohori, c'est Sokouri. Sokouri. Faustin, et puis il y a quelque chose encore à ajouter dessus. Bon, ce monsieur, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, ce monsieur-là. Des visu, je ne le connais pas. Mais, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de notre travail politique, quand on apprend des informations, il faut aller un peu vers la source pour voir. Donc, j'ai appris en ce temps-là qu'il y avait un camp d'entraînement de miliciens au niveau de Timothée. Timothée. C'est un hôtel situé à Niangon Sud. Niangon Sud. Il y a un grand espace vague qui est là-bas. Donc, les gens faisaient des entraînements là-bas, comme ils le faisaient derrière le 16e arrondissement. Donc, quand j'ai visité le 16e arrondissement, un jour, je me suis rendu là-bas, au Timothée. Voilà, je suis allé, j'ai vu, et j'ai fait comme si j'étais intéressé par le boulot, ce qu'ils étaient en train de faire pour mon petit frère, mon jeune frère. Donc, quand ils ont fini les exercices, j'ai abordé un jeune homme, voilà, qui était parmi les recrues là. Je l'ai abordé et je lui ai demandé comment est-ce qu'on fait pour intégrer votre groupe. Ça m'intéresse pour un frère. On m'a dit qu'on les formait pour aller à Boaké, on allait les intégrer dans l'armée et tout ça. Je dis, comment on fait pour pouvoir se faire enrôler? C'est lui qui m'a dit que ce qu'il pouvait me conseiller, c'était de voir le chef. Le chef, c'était qui? Bon, il m'a donné ce nom-là. Sokouri Faustin. Bon, il y avait un autre petit prénom sobriquet dessus dont je ne me souviens plus. Alors, monsieur le témoin, on me dit qu'il y a une confusion sur un des transcripts. Alors, je vais retourner sur le sujet de quand vous avez vu Blé Goudé le 25 février. Et je vais vous demander de me décrire ce que vous avez vu exactement lorsqu'il était hors du véhicule. Bon, j'ai dit qu'il est sorti par le toit de la voiture et il s'est adressé à la foule. Il s'est adressé à la foule. Ceux qui étaient là, il s'est adressé à eux, il leur a lancé le message.
Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il portait ce jour-là? Son habillement exact. Mais je sais que, on dirait qu'il avait porté une casquette, je pense bien. On dirait qu'il avait porté une casquette. Oui, oui, il avait porté une casquette. Il avait porté une casquette. Alors, quelques dernières questions pour vous sur un autre sujet. Alors, pendant la crise 2010-2011, avez-vous entendu parler anglais dans votre quartier? Oui, ça c'était les Libériens. C'était les Libériens. Il y avait des Libériens dans le quartier. Et ils venaient même souvent nous espionner au grain. Ça, on en a vu. Ils venaient souvent nous espionner au grain. Bon. Où ils résidaient, dans mon quartier, il y avait deux coins où on savait qu'ils habitaient, où on les hébergeait. Deux coins où on les hébergeait. Ça, on sait ça. Alors, comment est-ce que vous saviez que c'était des Libériens? C'est simple, hein? Par leur mode de vie, hein, leur style. Voilà, d'abord, ils ne parlaient pas français. Et quand ici, ils essayaient, c'était du mauvais français avec un fort accent anglais. Ça, et puis, ils n'ont pas le même style que les Ivoiriens. Bon, leurs cheveux, souvent, c'est des coiffures extravagantes, hein, des tresses, etc. Par leur style de vie, leur langage, leur allure, on savait. Leur langage, leur manière, on savait que c'était des Libériens. Alors, vous avez dit qu'ils habitaient à 2 emplacements dans le quartier? Oui. Où ça? Bon, vous ne connaissez pas le quartier. Bon, les maisons, ces gens-là, c'est des maisons qu'on connaissait parce qu'on les voyait là. On les voyait là poser et tout. On savait qu'ils résidaient là. Ce sont ces gens-là qui les hébergeaient. Ça, on le voyait. On le voyait. Il y avait un endroit derrière, je ne sais pas le quartier. Bon, il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour lycée dans mon quartier. Il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour lycée. C'est sur le tronçon terminus 40, Toit Rouge. Voilà, donc c'est sur ce tronçon-là. Et quand tu prends ce tronçon-là, à droite, il y a une maison là-bas, une cour là-bas, il y en avait là-bas. Bon, avant, juste au carrefour lycée aussi, il y a un étage qui est collé à une école primaire, Sogefia 6. C'est collé à côté là. Là-bas, il y a un monsieur du nom de Michel. Un monsieur du nom de Michel, lui, il hébergeait aussi des miliciens. Ça, j'ai vu. On voyait ça. Et est-ce que vous avez pris connaissance de ce que ces Libériens faisaient dans votre quartier? Nous, on se disait que c'était des mercenaires. C'est ce qu'on se disait. On se disait que c'était des mercenaires parce que déjà, dès que la crise a éclaté, on a vu des mercenaires libériens impliqués dans la crise. Donc, des Libériens dans le quartier, pas un, des petits groupes de Libériens dans le quartier, ça ne pouvait pas être autre chose.
Ça ne pouvait pas être autre chose. On se disait que certainement, ils étaient venus en mercenaires. Et vous les avez vus à partir de quand dans votre quartier? Avant les élections, hein. Avant les élections, déjà, on les voyait. Alors, je vais passer à un autre sujet. Vous souvenez-vous avoir entendu parler de l'arrestation de Laurent Gbagbo? Oui. C'était le 11 avril. Oui, c'est ça. Le 11 avril 2011. Je l'ai vu sur France 24. C'est là que j'ai vu les premières images de son arrestation. J'étais en famille, j'étais à la maison. Et j'ai mis la télé. C'est ce qui passait. Donc, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit, ah, on a arrêté Gbagbo. Donc, tout le monde est venu au bout de la télé et on a suivi. Et est-ce que vous savez comment les pro-Gbagbo dans votre quartier ont réagi? Quand l'information est tombée, d'abord, il fallait dire que là, on était en pleine crise. Hein. On était en pleine crise et la tension était vraiment à son comble. Hein. C'était tendu. Et nous, ça nous faisait plaisir qu'on ait arrêté Gbagbo parce qu'on se disait que c'est lui qui a posé tous ces problèmes-là. Si on l'arrête, alors la crise allait finir. Et ce que nous vivions allait finir. Mais nous ne pouvions pas manifester notre joie. Mais pas, hein. Donc, la joie, c'était au fond de nous. Et à cette époque-là, ils avaient passé des consignes à leurs partisans de ne pas suivre les chaînes étrangères. Voilà, c'est la consigne qu'ils avaient donnée à leurs partisans, de ne pas écouter RFI, de ne pas suivre France 24, en fait, les médias étrangers, de s'en éloigner. Mais il y en a qui se cachaient pour suivre quand même. Voilà. Et c'est comme ça qu'eux aussi, ils ont appris par les médias étrangers, mais en cachette, que Gbagbo avait été arrêté. Et quand la rumeur a commencé à circuler, comme leur point de ralliement et leur point de débat, c'est le Parlement, alors ils ont commencé à descendre au Parlement. Ils ont commencé à descendre au Parlement pour avoir de plus amples informations, pour en avoir le cœur net. Donc, ils sont allés au Parlement. Et le lendemain de l'arrestation de Laurent Gbagbo, qu'avez-vous fait ce jour-là? Le lendemain de l'arrestation de Gbagbo, j'étais chez moi. Je ne suis pas sorti parce que mes sorties étaient vraiment calculées. Je ne sortais que si vraiment besoin était. Et j'étais très prudent quand je sortais. Souvent, on sortait pour la nourriture, surtout. Pour la nourriture, aller s'approvisionner. Mais je sortais très peu. Voilà, par rapport à ce que vous savez déjà. Donc, ce jour-là, j'étais chez moi. J'étais chez moi. Et puis, ils étaient encore allés parce que le premier jour, quand ils sont allés au Parlement, pour confirmer ou infirmer l'information selon laquelle Gbagbo avait été arrêté, ils ont eu un interlocuteur là-bas du nom de Sasso Patrick. Bon, on l'appelle en global aussi. En global. C'est lui, ce jour-là, qui a démenti l'information. Le premier jour, c'est-à-dire le 11, quand la rumeur a commencé à courir, ils se sont rendus au Parlement. Il est venu leur dire que c'était faux. C'était faux, que
C'était des informations erronées. Donc, ils sont revenus avec ce commentaire-là. Non, on est allé en global dire que c'est faux, que le président il est au palais. On vous a dit de ne pas suivre les chaînes étrangères parce qu'ils font de l'intox. Donc, c'est du montage. Voilà ce qu'ils ont ramené le premier jour. Mais, ils continuaient aussi de regarder France 24 en cachette. Donc, ça persistait. Hein? De plus en plus de chaînes en parlaient. Donc, le lendemain, encore le 12, ils se sont encore rendus au Parlement. Et ce jour-là, ils ont été obligés, les responsables du Parlement, là, ont été obligés de leur dire la vérité, de confirmer qu'effectivement, Gbagbo avait été arrêté. May I just remind the Le président, puis-je vous rappeler que vous avez dépassé le temps imparti? Madame Chebin, j'ai juste une ou deux questions pour terminer. Monsieur le Président. Passé à ce moment-là? Donc, quand ils sont quittés au Parlement, ils se sont organisés, c'est ce jour-là, le 12, qu'ils sont allés attaquer le quartier Doucouré. Voilà. C'est ce jour-là, le 12, quand la confirmation leur a été faite au Parlement, qu'ils se sont déportés au quartier Doucouré. Et ils sont allés tuer. En tout cas, ce qu'on a appris, c'est qu'ils faisaient du porte-à-porte. Ils faisaient du porte-à-porte pour rechercher les pro-Ouattara et les tuer. Voilà, c'est les informations que nous avons reçues. Et après la crise, on l'a constaté. On a constaté qu'effectivement, il y avait eu un massacre au quartier Doucouré. Et de chez nous, on entendait les tirs. On entendait les tirs, ça c'est clair. Mais en ce moment-là, on n'avait pas encore les premiers fuyards, les premiers fugitifs qui quittaient Doucouré pour venir se réfugier dans notre quartier. Voilà, parce que quand ça a commencé, les gens ont commencé à fuir, d'autres ont commencé à prendre leur bagage pour quitter Doucouré pour venir vers chez nous, où c'était un peu plus calme. Donc, c'est ceux qui sont venus, les rescapés, qui ont fui pour venir vers chez nous, qui nous racontaient que c'était du porte-à-porte systématique, qui tirait sur tout ce qui leur semblait être pro-Ouattara. Et l'attaque sur le quartier de Doucouré, quand est-ce que vous avez appris qu'elle avait lieu la première fois? La première fois, l'attaque du quartier de Doucouré, la première fois c'était le 25. Ça c'était le 25. C'est par là même que ça a commencé, le 25. Mais le 12 avril, quand est-ce que vous avez appris pour la première fois qu'il y avait une attaque sur le quartier de Doucouré? C'était dans l'après-midi. C'était dans l'après-midi, je pense bien. Et comment l'avez-vous appris? D'abord, on entendait des coups de feu. On entendait beaucoup de coups de feu. Bon, au début, on s'est dit que peut-être qu'il y avait des affrontements. Puisqu'on était en pleine crise là. Pour nous, peut-être qu'il y a des groupes qui s'affrontaient. Mais c'est quand les premières personnes qui fuyaient le quartier Doucouré sont arrivées qu'ils ont commencé à décrire ce qui se passait là-bas. Voilà, c'est les premiers fugitifs du quartier Doucouré qui sont remontés vers nous, parce qu'on a des parents là-bas aussi, hein, on a des connaissances. Et puis, il y a quelques pro-Gbagbo aussi même qui sont là-bas, voilà, qui ont commencé à fuir pour venir vers notre quartier où il y avait un peu plus d'accalmie. Donc, c'est eux-mêmes qui nous ont rapporté qu'il y avait du porte-à-porte que les gens, les miliciens, attaquaient au quartier Doucouré. Nous, on attendait les coups de feu. C'est comme ça qu'on a appris. D'accord. Merci, monsieur le témoin. J'en ai terminé avec mes questions pour vous aujourd'hui. Et les autres équipes vont vous poser des questions maintenant. Thank you, Mr. President, Your Honor. Madame Chebin, merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges. Le Président, merci beaucoup. Je donne maintenant la parole au
à la représentante légale des victimes qui, je pense, aura terminé d'ici midi. C'est cela? Merci. Madame Maître Massida, oui, Monsieur le Président, tout à fait. Je ne vais pas prendre plus de 10 minutes, grand maximum. Le Président, merci. Mon nom est Paulina Massida et je suis l'avocate des victimes qui participent dans cette procédure. Ce matin, à une question qui vous a été posée par le bureau du procureur, vous avez indiqué la nationalité des propriétaires de magasins de Doucouré. La référence, c'était, je me réfère à la transcription anglaise, page 2, lignes 11 à 20. Monsieur le témoin, quelle était l'ethnie majoritaire des propriétaires des magasins de Doucouré? L'ethnie majoritaire, bon, les communautés sont représentées. Hein. Il y a beaucoup de Nigériens, il y a beaucoup de Maliens, il y a beaucoup de nordistes de la Côte d'Ivoire. Enfin, je ne peux pas dire qui domine qui est, mais ils sont tous bien représentés. Monsieur le témoin, dans votre déclaration de témoin que vous avez rendue au bureau du procureur, la référence pour le transcript, c'est CIV OTP 0058 0586, paragraphe 59. Je vais lire l'avant-dernière phrase du paragraphe 59. Je cite: « La plupart des magasins à Doucouré appartenaient aux Jula, ainsi qu'aux gens d'autres nationalités, comme les Nigériens, les Nigérians, les Maliens. » Fin de citation. Est-ce que c'est bien correct, monsieur le témoin? Vous avez déclaré cela en ce qui concerne l'ethnie Jula? Oui, c'est bien cela. C'est tout à fait correct. Ce matin, vous avez également indiqué, en question du bureau du procureur, que les gens du grain étaient ciblés. Il s'agit à nouveau de la transcription anglaise à la page 5, lignes 5 à 12. Monsieur le témoin, quelle était l'ethnie des personnes qui fréquentaient le grain? Je l'ai dit tantôt, l'ethnie des gens qui fréquentaient le grain, majoritairement c'était des Djula. Majoritairement c'était des Djula. Vous avez également ce matin, en question du bureau du procureur, indiqué que vous avez passé certains barrages à un certain moment. Vous avez aussi indiqué qu'il fallait montrer une pièce d'identité. Est-ce que, à part montrer une pièce d'identité, il fallait aussi faire quelque chose d'autre en passant un barrage? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que c'est la pièce d'identité qui était exigée. Et bon, moi, je sais qu'on exigeait ces pièces-là pour pouvoir faire la différence entre les Djula et ceux qui n'étaient pas Djula. On demandait les pièces d'identité. Et puis, à quelques barrages aussi, certains demandaient de l'argent. Voilà, ils demandaient de l'argent, ils faisaient du racket. Donc, pour pouvoir passer, il fallait donner 500, glisser un peu d'argent pour pouvoir passer. Mais très souvent, c'était la pièce d'identité qu'on regardait. Monsieur le témoin, comment votre vie
a été affecté par les événements que vous avez vécus? Il faut dire que depuis que j'ai vu la mort d'Ahmed, d'abord, Monsieur le en Président. direct, il a été tué Monsieur le Président. pour rien du tout. Parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on l'a tué. On l'a tué pour rien du tout, parce qu'on l'a traité d'assaillant. Quand je vois ça, et puis la haine avec laquelle les gens agissaient, les gens qui ont vécu ensemble depuis des décennies, et puis du jour au lendemain, ils arrivent à détester, à haïr leur prochain, jusqu'à les tuer, les brûler. Sincèrement, j'ai peur de l'homme aujourd'hui. J'ai peur de l'homme. Je me dis qu'il est capable de n'importe quoi pour ses intérêts, peut-être personnels. Ses intérêts personnels. Ça, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on leur a dit pour que des amis, des voisins de longue date se regardent. Ils regardent les nordistes, les Djoula comme des pestiférés. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit. Sincèrement, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Je suis perturbé et j'ai peur de l'homme. J'ai peur de l'homme. Je vous remercie, monsieur le témoin. I have no further questions. Maître Massida, je n'ai plus de questions à poser, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le Président, merci. Merci, Maître Massida. Monsieur le témoin, merci beaucoup. Nous allons maintenant faire notre pause. Vous pourrez aller déjeuner, ou en tout cas, vous avez une pause maintenant. Et puis, nous nous retrouverons dans 1h30, à 13h30, heure de La Haye. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons interrompre la transmission ? Le Président, merci. Juste avant de faire la pause, voici ce que je souhaiterais vous dire. La Chambre souhaiterait donc avoir un horaire prolongé cet après-midi pour donner la possibilité aux deux équipes de la défense d'avoir le temps nécessaire, mais j'aimerais vraiment que nous en terminions avec ce témoin aujourd'hui. Donc, il y a eu un peu plus de 2 heures qui ont été utilisées par l'accusation. Alors, pour pouvoir donner 2 heures plus 2 heures aux équipes de la défense, nous allons donc avoir... nous avons 1h30 maintenant, donc nous allons siéger de 1h30 à 15h30 et de 16h à 18h. Je vous remercie, l'audience est levée.